Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Et une fois n'est pas coutume, puisque ça fait plusieurs semaines maintenant que c'était pas arrivé, on est tous les trois, le Big Three de Rivers Basket Session. Antoine Pimel, Shai Mamou et moi-même Théophile Messer, ça fait je sais même pas combien de temps, au moins un mois qu'on n'a pas pu enregistrer tous les trois. Ouais. Voilà, après si vous suivez les CQFR, si vous suivez tous les contenus qu'on peut poster, si vous êtes sur Basket Session, vous avez vu qu'on avait été pas mal occupés ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Aujourd'hui, on va parler de NBA, bien entendu, mais dans un premier temps, on avait envie de faire un petit focus, un petit peu auto-centré, un peu d'égocentrisme. Allez, c'est pas si souvent. Pour vous parler un petit peu justement des raisons pour lesquelles on n'était pas souvent réunis ces dernières semaines, et aussi nos expériences personnelles un petit peu qui sont liées à tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que vous le savez, on a sorti le MOOC numéro 13, spécial loser, enfin du moins sur la lose, le MOOC de Rivers, 240 pages, toujours disponible sur basketsession.com. Et comme Antoine vous le disait, ou comme on en parlait hier un petit peu dans le Hoop Culture avec Pierre, on a aussi sorti notre tout premier livre, dont on est très fiers, qui s'appelle Une saison en enfer, écrit en grande partie par Antoine Pimel, même si avec Shai et le reste de la rédaction, on a contribué aussi. Donc voilà, on a eu envie de vous parler un petit peu de tout ça, vous expliquer comment ça s'est fait, comment on travaille, et puis aussi c'est quand même deux produits complètement différents, deux livres complètement différents, mais qui ont quand même la défaite en point commun, parce que c'est dans Une saison en enfer, comme le titre est un spoiler, la saison du protagoniste se passe pas super bien. Donc voilà, on a eu envie de parler un petit peu de défaites, de loses qui nous ont marqués, ou dans lesquelles on a été. Il y a des choses qui puent la défaite, comme on dit, mais là, ça sent bon la défaite. Hein. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est ça, exactement. Il y a des choses qui sentent très bon la défaite. Et voilà, c'est Oud Rivers, le nouveau parfum pour les fêtes de fin d'année. Allez, je voulais commencer, peut-être, on va commencer par le MOOC. Voilà, Rivers, le numéro 13, donc signe de la malchance pour les superstitieux. Je sais que ça peut être aussi signe de la chance en fonction. On avait choisi cette thématique sur la loose. Ça fait longtemps qu'on en parle, parce que même je crois que ce thème, on l'avait ciblé au moment où on avait lancé le MOOC, tout simplement. C'était une des thématiques qu'on avait envie d'aborder. Tous les deux, Shai et Antoine, quand on a décidé de passer sur ce thème, qu'est-ce que ça vous a inspiré à tous les deux? Moi, aimant toujours les articles qui sont des histoires, revenir un peu sur les histoires un peu atypiques et tout ça, je me suis immédiatement dit ça va être l'occasion de parler de joueurs et d'équipes dont on parle pas souvent, ou qui sont considérés comme des perdants justement, et auxquels la société ou les gens ne s'intéressent pas forcément, parce qu'on glorifie les gagnants en majorité. Et ça, tout de suite, on a eu plein d'idées là-dessus à ce sujet, et moi je me suis tout de suite dit que ce serait un terrain de jeu très très sympathique. Ouais, il y a l'envie de réhabiliter un peu les perdants aussi. Moi, il y a plein de perdants en fait dans l'histoire dont je suis fan. Tu vois, j'étais un énorme fan de Tracy McGrady. C'est quand même un mec qui a jamais passé le premier tour en étant franchise player. Et je trouve que on met de plus en plus l'accent sur la bague, le titre, etc. Alors oui, c'est logique, hein, ça fait partie des débats maintenant pour le GOAT. Faut absolument avoir un titre, faut des titres, faut des bagues. Je trouve que le sport va au-delà. Alors, on aime bien faire avec la phrase de Yanis, il n'y a pas d'échec. Bien sûr qu'il y a des échecs dans le sport, mais justement, je sais pas, j'ai toujours aimé un peu, de la même manière, tu vois, au final, Shai, t'aimes les underdogs. Les underdogs, c'est une manière d'aimer les perdants aussi. Enfin, c'est que t'as pas toujours envie de voir l'équipe qui écrase tout gagner. Donc... moi, j'ai même jamais envie de voir l'équipe qui gagne. C'est pour ça que j'étais très content de ce MOOC. C'est pour ça que tu es fan du Orlando Magic depuis exact. Et voilà, tout s'explique. Mais oui, quand on aime les outsiders, c'est aussi et majoritairement des équipes qui gagnent pas et qui perdent, et parfois de manière spectaculaire, grotesque, ou pas. Hein. D'ailleurs, c'est ça qui est bien dans le MOOC dont on va vous parler, c'est qu'il y a aussi des situations où la défaite a sa valeur, sa beauté, quelque part.
Ouais, alors ce qui est un peu particulier, parce que moi je suis l'aîné de notre trio, mais c'est vrai que je suis suffisamment vieux pour me rappeler d'une époque où finalement tu pouvais perdre sans être considéré comme un loser, ou du moins le terme loser faisait pas vraiment partie de notre vocabulaire, où c'était pas devenu l'insulte suprême comme c'est le cas aujourd'hui. Et notamment pour Charles Barkley, donc qui est en cover de ce numéro, moi dont j'ai vécu ces campagnes, comment dire, il est ressorti la tête, pas la tête basse justement, mais dont il est ressorti sans avoir gagné, que ce soit avec les échecs avec Philadelphie, puis avec les Suns. Moi, quand j'étais gamin, c'était un de mes joueurs préférés, et le fait de le voir perdre même contre les Bulls, ou plus tard, quand il a fini aux Rockets, j'ai jamais eu le sentiment que c'était un loser. En fait, je me disais, bon, c'est dommage, bien sûr c'est dommage, bien sûr tu veux que les athlètes que tu aimes, t'as envie qu'ils gagnent, mais tu vois, pour moi c'était pas du tout dans ma tête qu'on allait retenir ça de lui, ou jamais j'aurais imaginé que des années plus tard t'aurais Kenny Smith qui lui agiterait sa bague de champion sous le nez en lui disant, ah, t'as vu, moi je suis un champion, t'en es pas un, alors que franchement, regardez les finales 94 à nouveau, vous verrez comment Sam Cassell, rookie, sauve les miches de Kenny Smith. Ça je m'étais jamais imaginé, quoi. Et surtout que, là on parle de Kenny Smith, mais au quotidien, il a quand même Shaq qui est encore pire que Kenny Smith. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de lui mettre ses bagues devant le visage, mais il lui rappelle à chaque argument, à chaque discussion, ça se finit toujours par non, mais tu peux pas comprendre, t'as pas gagné, t'es un loser, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il est identifié comme ça, même si c'est pas le plus grand loser de très loin, mais il est forcément identifié comme quelqu'un qui a pas gagné. Je me demande si c'est pas venu aussi avec, tu sais, cette recherche constante du divertissement, et du coup, le divertissement, ça passe par les émissions débat, et du coup, comment on compare des joueurs entre eux, vu qu'au final, on a déjà, c'est impossible, encore plus quand il s'agit d'époques différentes, et souvent, on n'a pas la justesse technique, surtout. D'ailleurs, si je peux me permettre, ceux qui mènent les débats les plus télévisés aux États-Unis, où du coup, c'est pas la vision la plus, la plus technique du basket. Comment on les compare? Tiens, on va créer des titres, on va créer des grands classements, on voit que ça divertit, ça crée de l'engagement, ça crée des clics, tout tourne autour de ça. Et je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas étonnant ce que tu dis sur Barkley. Il n'était pas forcément vu comme un loser au moment de sa carrière, mais des années plus tard, quand les réseaux sociaux ont pris le dessus, quand le divertissement est au cœur de chaque débat, chaque discussion, là, d'un coup, on se dit, tiens, il a jamais gagné, c'est un loser, quoi. Je ne sais pas combien de personnes, par exemple, je reprends l'exemple de McGrady, je me demande dans 30 ans, quand McGrady va être comparé à des joueurs, imaginons que Jason Tatum gagne des titres, tu sais, il y a des mecs qui vont dire non, mais attends, McGrady, rien à voir avec Tatum. Imaginons que Tatum, il ait gagné 3 titres, tu vois. Ah non, mais arrête, rien à voir, tu vois. Genre, il garde son niveau actuel, Tatum, ça devient le même Tatum, mais Boston gagne 3 titres. Les mecs, ils vont dire non, mais attends, alors que McGrady était incroyablement phénoménal, mais. Je me demande, je pense que ça c'est une culture qui s'est amplifiée, en fait. Ouais, non, c'est clair. Ce qui était intéressant, c'est que voilà, pour ce numéro, il faut rendre ses lauriers à César. Une des choses, en tout cas, moi, qui m'ont vraiment inspiré, qui était à l'origine de ce numéro sur la loose, c'est le fantastique documentaire Loser de Netflix, que je vous engage encore une fois à aller regarder si c'est pas le cas, qui est réalisé par Mickey Duzic, qu'on a eu la chance d'avoir en interview dans ce numéro. Donc lui, sa série de documentaires, c'est un peu différent, parce qu'en fait, c'est différents sportifs dans différentes dans différentes disciplines. Il y a Surya Bonali pour le patinage artistique, il y a un mec du curling même, il y a un gars qui a fait le marathon des sables, il y a un boxeur, il y a un basketteur, bien sûr, bref, toute une série de portraits de gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont été pointés du doigt et dont on a dit que c'était des losers. Et derrière, voilà, ce documentaire déconstruit un petit peu tout ça, raconte les choses. On voit comment ces personnes en sont arrivées là, ou comment elles ont rebondi, ou ce que ça a fait d'elles. Ça démystifie un petit peu cette chose de loser. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans notre interview croisée, dans laquelle il y a Mickey Duzic répond à nos questions à côté de 2 autres intervenants français, il y a une question, on leur demande est-ce que vous avez l'impression, depuis quand est-ce que ça date, cette insulte de loser pour vous? Et ce qui est assez marrant, c'est que les 2 Français interviewés, donc David Samama, journaliste, et Jean-Michel Lucenay, un très grand escrimeur français, tous les deux ils disent nous on a l'impression que c'est depuis le début des années 2000 qu'il y a ce shift, c'est grosso modo ça. Et Mickey Duzic, qui est américain, il dit non, mais chez nous c'est depuis le bac à sable, quoi. Depuis le bac à sable, c'est la pire insulte qu'on peut te faire, c'est te traiter de loser. Et d'ailleurs, voilà, il a un regard assez intéressant là-dessus, puisque
Il dit que c'est, à son sens, une des faiblesses finalement de la culture américaine. Mais il y a aussi ça, quoi. C'est-à-dire que je pense que nous, on l'a pas perçu comme ça quand on était gamin parce que c'était peut-être pas encore en place chez nous. Et finalement, avec aussi les réseaux sociaux, la manière dont les avis des gens sont de plus en plus tranchés, que ce soit sur Twitter ou etc. J'ai l'impression que ça a encore renforcé ce phénomène. C'est quelque chose de très culturel, de toute façon, hein, c'est ça. On n'a pas tous la même conception de la défaite, des losers. Les États-Unis c'est quand même très très empreint de ça, de ce culte de la gagne, d'arriver au sommet, et même pas qu'au sport d'ailleurs, hein, au sommet un peu de la chaîne alimentaire par tous les moyens, plutôt que d'être en bas avec panache. Ce serait plutôt français, ça, tu vois. C'est un peu le truc, c'est plus notre truc à nous, le panache. C'est ça, d'où la présence, j'ai oublié de le mentionner, mais de la Fédération française de la loose, qui est le rédacteur en chef exceptionnel de ce numéro, et qui symbolisait bien tout ce dont tu viens de parler, Shai, cette manière de perdre avec panache, quoi. Alors tous les deux, vous avez écrit plusieurs articles dans ce numéro. Shai, je vais commencer avec toi. Il y a un sujet notamment dont j'aimerais que tu nous parles un petit peu. Faut peut-être le recontextualiser un petit peu. C'est celui... Alors, on a tous été souvent traumatisés par des défaites de l'équipe de France. Tout à l'heure, on reparlera un petit peu de nos blessures personnelles. J'en avais déjà parlé avec Antoine de 2005, qui reste l'une des plus profondes au fond de mon cœur, mais il y en a d'autres. Mais il y en a une qui est moins connue au bout du compte. Une campagne qui est un peu plus... Voilà, qui finalement quasiment est tombée dans l'oubli. C'est la campagne de l'équipe de France de 2008, qui est vraiment très particulière. Shai, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, nous donner le contexte et nous parler un petit peu de ton papier? Ouais, c'est ça, c'était une campagne de qualification, hein, donc pour l'Euro 2009, mais qui s'est disputée en 2008. Et donc cette campagne s'est jouée sans les stars, la plupart des stars de l'équipe de France, donc les joueurs NBA en question, qui étaient soit blessés ou soit qui avaient des obligations contractuelles ou des enjeux contractuels qui faisaient qu'ils n'étaient pas disponibles. Même certains très bons joueurs français n'étaient pas dispo pour cette compète. Claude Bergeau avait été remercié, donc on avait appelé en urgence le pompier Michel Gomez, qui avait plus coaché depuis Mathusalem. Il a formé une espèce d'escouade, un Suicide Squad, enfin vous pouvez appeler ça comme vous voulez, qui est tombé dans l'oubli, mais qui a été finalement assez marquant parce que ça a été la dernière campagne de l'équipe de France sans Vincent Collet, qui est toujours en place aussi longtemps après. Et du coup, j'ai eu la chance de discuter avec deux membres de cette équipe-là en particulier, c'est-à-dire Stephen Brun et Steve Chikambu. Donc, sans leur manquer de respect, parce que c'est deux joueurs qui ont eu des belles carrières à leurs échelles respectives, mais vous pouvez voir que c'est deux joueurs qui étaient dans cette équipe-là et qui, peut-être dans d'autres situations, ne l'auraient pas été si tout le vivier avait été disponible. Encore, ouais, parce que si je peux t'interrompre une seconde, oui. Parce qu'en fait, ce qui était particulier avec cette sélection, c'est qu'en gros, c'était la plupart des gros joueurs, on peut mettre autant de guillemets qu'on veut, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas venir. Et du coup, sont venus des joueurs qui savaient pertinemment que s'ils arrivaient à qualifier l'équipe, finalement, il ne ferait certainement pas partie de l'effectif final, sachant que finalement, Stephen Brun, il avait quand même connu des sélections avant en équipe de France, et Steve Chikambu en a connu d'autres après, mais le reste des joueurs non-NBA, finalement, qui composaient cette équipe, savaient qu'ils venaient pour dépanner, quoi, vraiment, que de toute façon, c'est pas eux qui iraient à l'Euro si jamais l'équipe était qualifiée. Exactement, c'est ça. Et alors, ce qui est top, c'est les anecdotes que les deux m'ont racontées. Des trucs invraisemblables en termes de management, de coaching, de tranches de vie, et puis sur le plan sportif aussi. Enfin, alors sans forcément spoiler, mais le résultat, ça a été qu'ils ne se sont pas qualifiés directement, ils ont dû passer par des barrages. Tony Parker est arrivé en cours de route alors qu'il ne devait pas venir, il a finalement débarqué, ça a créé toute une émulation, mais aussi d'autres situations en termes de management qui ont été un peu improbables. Des histoires entre les joueurs, des altercations, des bons moments, des galères sportives pas possibles. Et ces souvenirs-là sont racontés là dans cet article-là, parce que c'est une période un peu, je trouve, surtout après m'être plongé dedans, un peu cruciale et qui a posé quelques jalons pour la suite, même si, comme tu le dis, c'était avec des joueurs dont pour la plupart on n'a pas revu après, hein, même si Chikambu, par exemple, a eu la chance de revenir après et de gagner une médaille. Mais voilà, c'est une équipe un peu, alors pour reprendre leurs termes, Stephen Brun dit une équipe un peu farfelue, et c'est un euphémisme, parce que voilà, c'est comme je disais, c'était ces joueurs-là qui n'avaient pas vocation à être présents sur une échéance aussi importante. Et toujours pour spoiler, du coup Vincent Collet est arrivé après pour la campagne de barrage, et là les Bleus se sont qualifiés. Et c'est vrai qu'il y avait ce sentiment de on vient, on n'a rien à gagner, mais on vient quand même. On a plutôt tout à perdre, et pour certains, ils ont tout perdu. Ça reste quand même
de leur propre aveu, des souvenirs impérissables, que ce soit bon ou mauvais. Hein. Stephen Brun dit que c'est quelque chose qui l'a un peu traumatisé quelques années. Chikambu, ça lui a un peu passé au-dessus de la tête, mais sur le coup, ça a été un moment important pour lui. C'est le moment où il a rencontré Tony Parker, tout ça. Donc voilà, je vous encourage à lire celui-là dans le MOOC. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que ça m'a replongé à une époque aussi où, parce que dans les grands échecs de l'équipe de France, on ne pense pas forcément à celui-là parce qu'au final, les Bleus sont qualifiés par un autre moyen, mais ça a été un échec quand même finalement fondateur, je trouve. Oui, c'est vrai que depuis, finalement, on a été habitué à plutôt réussir nos compétitions. Maintenant, c'est devenu un petit peu, comment dire, l'exception. Il suffit de voir la déception, l'immense déception après la dernière Coupe du Monde pour voir quelles sont les attentes maintenant autour de l'équipe de France. On continue à être exigeant, ce qui est normal, ce qui est une bonne chose pour l'émulation. Mais voilà, 2008, pour moi, c'était vraiment aussi c'était toute la fin d'une ère du côté de la fédération, avec une gestion quand même de l'équipe de France, des joueurs qui était compliquée c'est pas le lieu ni l'endroit ni l'heure d'ouvrir une page là-dessus, mais bon, derrière, il y a eu énormément de mieux dans les résultats, quand même dans la communication, les choses ont énormément progressé depuis 2008, mais c'était vraiment parfois on dit pour remonter à la surface, faut pouvoir toucher le fond. C'est le moment où quelque part on a touché le fond parce que c'était des situations ubuesques telles que tu les décris dans ton article, Shai. C'est ça, il y a des anecdotes assez folles. Enfin, je vais pas vous les dire là, ça gâchera le plaisir, mais voilà, il y a des situations, des discussions. Le simple fait que Michel Gomez propose aux joueurs de faire leur équipe eux-mêmes, hein, plus ou moins. Les deux choisir leur sac majeur. Voilà, les deux m'ont cité ça spontanément. On n'était pas, je les ai eus individuellement chacun. Et les deux me disent, mais on a halluciné. Il nous a dit, choisissez 3 mecs qui seront titulaires quoi qu'il arrive. Faites votre équipe. Et les mecs ont tous halluciné. Ou Tony Parker qui, lors de séances vidéo, qui pose des questions un peu techniques au staff et sur lesquelles ils sont capables de répondre. Pas si technique que ça. Hein. Franchement, c'est des questions que tu peux te poser même quand tu joues à des niveaux amateurs. Du genre, c'est quoi le pick and roll, quel type quel pick and roll on joue, c'est quoi le pick and roll, limite, c'était un peu, ça dépassait pas ça, mais ouais, voilà, des situations ubuesques, des petits soucis relationnels, staff-joueur, staff même. Il y avait de quoi faire. Je vous conseille d'aller lire ça. Dans le genre situation complètement dingue, Antoine, toi, dans ton papier, t'en décris une autre, d'une situation complètement folle qui a certainement fait dérailler une équipe qui avait enfin sa chance. Hein, j'ai l'impression que c'est cette équipe qui avait souvent été bonne, qui là avait enfin une chance peut-être d'aller au bout, et pour qui tout s'écroule en une poignée de secondes, même pas. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton papier, Antoine ? Je pense que c'est un papier sur l'équipe qui fait partie de celles qui symbolisent le mieux la lose en NBA, c'est-à-dire les Indiana Pacers. C'est-à-dire que c'est pas les losers ultimes, hein, on parle pas d'une équipe qui a tanké pendant longtemps ou qui a été super nulle pendant longtemps comme les Kings ou les Timberwolves, mais les Pacers ont souvent été placés ou moyen milieu de tableau sans jamais gagner, mais il y a en effet une période où ils étaient en mesure en position pour gagner, c'est les Indiana Pacers de 2005, on va dire, surtout de l'année de la saison 2004-2005, et avec une équipe fantastique. Et le papier sur comment cette équipe, comment elle a été construite et comment elle est partie en vrille, comme tu l'as dit, avec la fameuse Malice at the Garden, dont c'était l'anniversaire. Palace. Malice at the Palace. Attention, parce que déjà que... au Garden, c'était Carmelo contre les Nuggets. Mais non... Malice at the Palace, bien sûr, dont c'était l'anniversaire il y a 2 jours ou quelque chose comme ça. Donc c'est parti en bagarre générale. J'imagine que la plupart d'entre vous qui nous écoutent, connaissent peut-être, ou en tout cas, je vous invite à aller sur Google ou sur YouTube pour aller voir les images. C'est un peu le genre de truc où on se souvient un peu d'où on était quand on a vu les images, parce que c'était pas en direct forcément, c'était en pleine nuit, mais je me souviens d'avoir vu le truc et d'avoir halluciné total en voyant les boissons jetées sur les mecs, Jermaine O'Neal qui envoie des... C'était fou. C'est vrai, la bagarre complète entre... même au niveau amateur, tu vois pas souvent ça. Au final, tu vois, où les joueurs qui se tapent avec les tribunes, c'est un truc... Là, tu peux entendre ça parfois sur des championnats régionaux ou départementaux, mais heureusement, ça n'arrive pas tant que ça. Et alors, tu n'imagines absolument pas ça possible en NBA. La preuve, c'est qu'il y a quasiment... Il y a rien qui prévoit ce scénario, d'ailleurs. C'est ce qu'explique aussi l'un des agents de sécurité de la salle à Détroit.
c'est qu'en fait, jamais dans leur pire cauchemar, ils avaient un scénario où, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait si les joueurs ils partent d'un coup se battre en tribune avec les supporters? Quel est le dispositif et le processus à suivre? Bah, évidemment, il n'y avait pas. Et toutes les sanctions et les suspensions qui en ont découlé ont fait complètement dérailler cette équipe d'Indiana qui ne s'en est jamais relevée, quoi, concrètement. Ouais, parce que si tu peux rappeler un peu le roster de cette équipe, pour ceux qui l'ont pas en tête, c'était vraiment peut-être la plus grosse équipe qu'ils avaient eue jusque-là, quoi. Ouais, alors ils avaient fait les finales en l'an 2000, Bien sûr. mais je pense que leur équipe de 2005 était effectivement plus forte, nettement plus forte. Il y avait Jermaine O'Neal, il faut resituer à ce moment-là, il est vraiment à son pic. On parle d'un All-Star, Defensive Player of the Year. Il y avait Ron Artest. Je pense que Ron Artest est surtout connu pour le public le plus jeune en tant que Meta World Peace, qui était un joueur de complément aux Lakers. Mais Ron Artest, c'est fou à quel point non seulement ça a fait dérailler cette équipe des Pacers, et on ne peut pas dire que lui, ça a fait dérailler sa carrière parce qu'il gagne quand même un titre, du coup, lui, pour le coup. Mais ça a peut-être enterré sa carrière en tant que All-Star et en tant que joueur majeur. Parce que Ron Artest, ça va peut-être choquer certains, mais sur ce début de saison, il est calibre MVP en fait. On parle d'un joueur qui est fort en attaque à l'époque, il tourne à plus de 20 points par match, qui est très complet et qui est lui aussi un Defensive Player of the Year. Donc tu as deux excellents défenseurs, tu as Stephen Jackson qui était lui aussi dans les meilleures années de sa carrière, qui avait déjà gagné un titre. Il y a un meneur comme Jamal Tinsley, il y a Reggie Miller évidemment qui était l'icône des Pacers, qui est en fin de carrière mais qui est encore là. Après il y a plein de bons joueurs de devoir, il y a un coach comme Rick Carlisle qui lui aussi a gagné un titre plus tard. Donc il y a vraiment un paquet de bons joueurs, il y a des stars, il y a une légende, il y avait des joueurs de rotation, il y avait tout pour faire une énorme saison, sachant que c'était une équipe qui était régulièrement à plus de 50 victoires et qui était bien placée, quoi. Depuis l'an 2000, il y a eu un petit trou, mais c'était une très bonne équipe sur le papier et qui faisait clairement partie des favoris. Et qui était une équipe jeune en plus, en fait. Ouais, assez exactement. jeune pour se dire que, ok, si c'était pas 2005, peut-être que ça aurait été 2006 ou 2007, peu importe. Enfin, tu sais pas, mais il y a un moment où tu as peut-être un créneau, quoi. Ouais, parce qu'il y avait Al Harrington. Voilà. Pour Reggie Miller, c'était la dernière chance, effectivement. Mais derrière, il y avait des joueurs qui auraient pu perdurer un petit peu. Enfin, c'était le moment où la fenêtre s'ouvrait pour de vrai pour cette équipe. Et puis, cette équipe qui avait gagné ce fameux match où il y a la baston, ils gagnent de manière décisive de 15 points les champions en titre. Tu dis, bon, bah là, justement, il y a une espèce pas forcément de passage de flambeau, parce que derrière, les Pistons sont restés très très forts et finalement ont continué de dominer la conférence Est un moment. Mais tu te dis, bon, bah là, ils sont vraiment challengés, quoi. C'est le moment où il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. En fait, cette bagarre, dans l'article, ouais, je reviens longuement en détail sur cette bagarre avec plein de déclarations justement sur comment tout ça est parti en vrille, l'impact que ça a eu aussi, au-delà de la bagarre, l'impact que ça a eu au sein du vestiaire, au sein de l'équipe. Et voilà, il y a quand même Stephen Jackson qui dit à un moment, mais en fait, c'est complètement con, quoi. Il restait quelques secondes à jouer, on était largement devant, ça valait pas le coup, quoi. Et d'ailleurs, la genèse de cette bagarre qui est racontée dans l'article est assez folle, en fait. C'est entre guillemets plus profond qu'une faute ou qu'ensuite une bière qui est balancée, et c'est à la fois très superficiel, c'est paradoxal, c'est à la fois ça se joue sur des détails et sur des trucs stupides, et à la fois il y a quelque chose de profond derrière. Enfin bref, c'est assez spécial. Ouais, bah en fait c'est un peu pour ça, j'ai envie de dire qu'on avait eu envie de faire un MOOC sur cette thématique, parce que finalement il y a un de nos intervenants qui le dit d'ailleurs, et c'est vrai que c'est peut-être, ça peut paraître cliché, mais dans la défaite, on apprend forcément beaucoup sur soi ou sur les autres dans la défaite, alors que dans la victoire, on n'est pas obligé de se remettre en question ni de s'interroger. C'est pour ça que, encore une fois, je crois que c'est Jean-Michel Lucenay là, qui disait, il y a une des questions dans la table ronde où on demande, finalement, on parle de Barclay, justement, ce dont vous parliez tout à l'heure, le fait que Shaq lui dise, mais toi, tu connais rien, t'as jamais gagné, tu connais rien. Et c'était assez intéressant, Jean-Michel Lucenay qui disait, non, je pense que justement, Barclay doit avoir des choses intéressantes à dire, parce que lui, il a dû se poser un tas de questions, en fait, sur pourquoi il n'y était pas arrivé, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. Et il y a un élément, je trouve, qu'il cite qui est assez intéressant. Il dit que finalement, ceux qui ont gagné, ils pensent qu'il suffit de faire comme eux, et donc ils ont une vision un peu unilatérale de la victoire. C'est pour gagner, il faut faire comme ça.
Alors que quand tu as perdu, bah, tu es obligé de t'interroger sur toutes les variantes, toutes les variations, les variables plutôt, tout ce qui peut faire dérailler ta course vers le succès. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis les aspects humains sont vraiment marquants. Dans ce numéro, on a un papier vraiment très chouette de Benjamin Moubèche sur Greg Oden notamment, qui est encore aujourd'hui souvent décrié comme le plus gros bust de l'histoire de la NBA, alors que c'est certainement pas le cas. Je pense pas que ce soit le moins bon joueur à avoir été choisi numéro 1 d'une draft. C'est quelqu'un qui effectivement a eu pas mal de malchance en termes de blessures notamment. On parlait de Reggie Miller, le pauvre, il est 2 fois dans le MOOC, je m'en suis rendu compte à la fin, parce qu'il était aussi en 2002. On a fait un papier sur l'équipe de Team USA 2002 qui est d'une certaine manière à l'origine de la renaissance de Team USA et de la domination qu'on peut connaître actuellement depuis un petit moment. Voilà, il y a tous ces personnages-là. C'était Team USA 2002 qui avait justement perdu son championnat du monde à Indianapolis. Bien vu. C'est vraiment la loose pour Indiana jusqu'au bout. Il y a un papier sur la pire équipe de tous les temps, une équipe des Sixers. Après, là, on peut pas nous dire que c'est nous qui faisons du Sixers bashing. On n'arrête pas de dire qu'ils jouent très bien cette année, mais malheureusement, c'est eux qui ont toujours le record de la pire saison de tous les temps. Et il y a un papier notamment, il y en a plein, je vous invite à aller sur Basket Session pour découvrir le sommaire, mais un que j'ai trouvé passionnant, qui est vraiment technique, qui s'appelle Choke, un papier de Frédéric Young, qui est revenu avec des spécialistes, notamment c'est basé sur des analyses scientifiques de neurologues ou de psychologues du sport pour savoir qu'est-ce que c'est que le choke, comment on explique le choke, comment on explique aussi ce qu'on appelle parfois les yips, c'est-à-dire le fait que un acte qu'un athlète sait faire à la perfection depuis des années et que tout à coup, dans certaines situations, ça bloque. Que ça peut être au lancer franc, c'est souvent sur l'adresse au basket, hein, mais on retrouve ça aussi dans le golf, on retrouve ça parfois dans le tennis. Il y a tout un tas de sports dans lesquels on peut retrouver ces phénomènes. Et c'est vraiment une espèce d'analyse de fond sur quels sont les mécanismes qui soient psychologiques ou neurologiques ou psychomoteurs qui peuvent expliquer ça. Voilà, il y a tout ce genre de papier. On revient aussi sur la série incroyable de la SIG qui perd 5 finales de suite du championnat de France. On parle bien sûr du godfather de la loose, Sam Hinkie, hein, le process master de Philly, ou comment institutionnaliser la défaite pour essayer de gagner ensuite. Voilà, on revient, là je vois sur Nick the Brick, encore un papier de Fred Young, là aussi un craquage. Nick Anderson. Ben ouais, Nick Anderson, craquage mémorable en finale NBA. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce numéro sur Basket Session si vous voulez le commander. Il en reste encore. C'est vrai que c'est en édition limitée. Et c'est illustré encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais c'est sincère. Je trouve la couverture magnifique, signée Gilles Warmoz. Voilà, avec Barclay. Loser, mais la tête haute. Voilà, je trouve que c'est vraiment une image qui représente assez bien le joueur. Et le MOOC. Et le MOOC, ouais. Absolument, avec pas mal de détails, hein. Je vous invite à voir, notamment si vous retrouvez, parce qu'il y a un score sur le tableau de Marc. On a déjà vendu la mèche un petit peu dans un épisode du Hoop Culture, mais si vous trouvez à quel match en particulier fait référence ce score, vous pouvez nous le mettre dans les commentaires, on vous validera si c'est la bonne réponse. Avant qu'on enchaîne sur autre chose, j'avais envie de vous poser des questions à vous. Parce qu'on parle de lose, c'est bien beau de pointer du doigt les losers à la télé. Mais vous, dans vos carrières, alors on dit nos carrières, mais on met des guillemets, des chevrons, des parenthèses, vous pouvez mettre des slash, tout ce que vous voulez autour, dans vos parcours, plutôt dans nos parcours de sportifs amateurs, est-ce qu'il y a eu pour vous des grands moments de lose ou de lose tout simplement? Vas-y, Antoine, qui veut faire son coming out Antoine, ce sera sur le basket, donc déjà ça restera plus dans la thématique. Mais moi j'ai airball un game winner. Et franchement, je vous jure que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. En fait, je l'ai airball parce que j'ai hésité entre le tir et la passe. Donc, j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai fait entre les deux. Et c'était contre Viry-Châtillon, Théo. Donc, c'est marrant. Ah non. J'aurais pu sortir un truc à la Thierry Henry. J'entends la voix de Thierry Henry, là. Dimanche, 14h. Viry-Châtillon. Non, mais le pire, je me souviens très bien de ce match. Franchement, j'étais en cadet. Je devais avoir 16 ans. Je m'en souviens bien. Tu vois, mine de rien, des souvenirs douloureux qui marquent. J'ai sans doute, j'ai déjà perdu des matchs. Ça m'est déjà arrivé de perdre des matchs de 80 points, je pense. Mais celui-là, pour le coup, c'était un match serré.
Je sais que juste, je me souviens un peu du déroulé parce que je me souviens que j'ai mis justement un panier juste avant, mais un panier de merde, hein, mais juste j'ai mis un panier qui nous faisait passer devant. Je sais plus, ils ont égalisé ou ils sont repassés devant et on avait un système à la fin, c'était pas moi qui devais prendre le tir, hein. J'ai fait la remise en jeu, j'ai passé la balle à un mec, sauf que le mec me l'a rendu et j'étais tout seul à 3 points. Et là, j'ai vu un gars qui était sous le panier. Et en même temps, j'ai vu le panier et je savais pas trop. Et ben, j'ai fait vraiment entre les deux. Donc, c'est ni un tir ni une passe. C'est un airball dégueulasse. Et on a perdu là-dessus. Et franchement, j'ai vraiment été mal. Je l'ai mal vécu. Ça m'a marqué jusqu'ici. Pourtant, ça date il y a bientôt 20 ans, quoi. Non, mais écoute, je partage ta douleur hein, pour l'avoir connu à de nombreuses reprises. Mais c'est aussi un petit peu le truc du MOOC, c'est qu'en fait, finalement, quand on regarde les athlètes professionnels, on se dit que la pression est énorme. Mais finalement, quand tu es un athlète du quotidien amateur et que tu t'investis dans ton sport, finalement, pendant le match, tu mets autant sur la ligne que les... Tu as moins à gagner. Mais par contre, tu as tout autant à perdre, en fait. Ton estime de toi, celle de tes partenaires, ta famille, s'ils sont là, des adversaires. C'est assez violent, la compétition, même à des niveaux très amateurs, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est très dur d'être détaché, hein. Il y a des gens que je respecte énormément les mecs qui arrivent à avoir zéro nervosité au moment de jouer des matchs, même amateurs. J'ai vachement de mal à me relâcher, moi, personnellement. C'est quelque chose de très difficile. C'est un truc, je pense que c'est un truc qu'on a en soi ou pas, hein, le fait de s'endormir à 3h du matin après des défaites, même à des âges avancés, C'est ça. même à des niveaux assez faibles. Je peux vous dire que c'est un truc qui vous lâche jamais si vous l'avez. Shai, t'as un souvenir toi de lose comme ça? Ouais, Un petit peu dur. rapidement. Bon, alors, donc moi, comme si vous nous suivez, vous savez que moi, j'ai pas de carrière dans le basket comme mes amis ici présents. Mais bon, j'ai longtemps joué au foot et je me rappelle d'un moment de lose slash petite humiliation ouais, c'est plus de l'ordre de la gêne, hein, vraiment de la grosse gêne. Mais c'est le premier match où ma petite sœur était venue me voir jouer avec mes parents. J'étais en moins de 15, je pense. Et donc c'est un match où je devais jouer, je pense que je jouais latéral droit. Et fin de match, j'essaie de faire un geste défensif, il y a un rebond. Je mets une vieille volée dans la lucarne dans ma propre cage, un peu contre mon camp, en essayant de sauver. Tu sais, voilà, on en a vu des tonnes à la télé, tu essaies de sauver le truc, et puis il y a le rebond, tu l'anticipes mal, ça part en lucarne. Et de là où elle était, même, ma petite sœur, qu'on entendait très bien, qui était très vocale, a cru que j'avais marqué pour notre équipe et a hurlé « Ah, Shai, il a marqué un but, bravo, bravo !» Et évidemment, c'est la seule qu'on entendait sur le truc. Et j'entendais les gens morts de rire autour, même mes coéquipiers qui étaient morts de rire. Et puis voilà, on perd le match là-dessus. Je crois 2-1, quelque chose comme ça. Et voilà, c'était un moment de lose assez magnifique. Celui-là, il est beau avec la petite sœur qui applaudit sur le côté. C'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. Voilà. Moi, j'en ai des tonnes et des tonnes, hein. Franchement, quand on préparait le podcast, je réfléchissais. Quand même, un de ceux qui m'a hanté le plus longtemps, quelque part, j'étais déjà sur la fin ou pas loin. Et voilà, je revenais d'une blessure au dos. J'ai un pote qui coachait en départemental et qui avait besoin de joueurs qui essaie de me convaincre de revenir. Donc moi je reviens, je suis pas du tout en forme. Finalement je reprends la saison avec lui, c'est un peu compliqué, etc. Et le tout dernier match de cette saison qui avait été assez galère, je me dis mais ça se trouve ça va être mon dernier match en fait, parce que je commençais à plus trop avoir envie, j'avais déjà des enfants, etc. Et j'y vais en me disant bon allez, je vais mettre 40 points. Je m'en fous si c'est mon dernier match, je vais partir, je vais en mettre 40 points. Le truc qui m'était jamais passé par la tête, enfin ça n'a jamais été mon style. Et en fait j'y vais et on joue contre ça. Du coup je te vais te renvoyer la balle, Antoine, parce qu'on jouait contre Massy. Et en fait, comme je suis. Bon, voilà, c'est de la départ. Moi, je fais 1m88, donc je suis pas immense, mais je suis un peu grand. Donc en fait, en face, ils me mettent un grand sur moi. Mais eux, leur grand, c'est un intérieur. Alors que moi, je joue meneur, en fait. Je joue meneur, deuxième arrière. Enfin, je joue plutôt à l'extérieur. Donc en fait, je les prends tous de vitesse. Et je commence et je fais une première mi-temps où je mets un carton. Je pense que je dois être pas loin des 30 à la mi-temps, honnêtement. J'ai quasiment jamais mis les matchs où tu mets tout dedans, etc. Et en fait, au fur et à mesure du match, avec la fatigue, parce que finalement, je joue beaucoup, je ne sais même pas si je suis sorti dans ce match-là. Je commence à rater des lancers francs. Alors, je ne suis pas Steve Nash, mais je suis un shooter de lancers francs fiable normalement, quoi. Je commence à rater, commence à faire faute sur moi, il remonte au score. Et finalement, ce match, on finit par perdre. Et on perd parce que je rate mes lancers francs, en fait. Tout simplement, à la fin, on doit perdre de 2 points ou un truc comme ça. Et je dois en rater, je sais pas, au deuxième mi-temps, je dois faire un truc dégueulasse, genre
je dois faire 2 sur 8 ou 2 sur 9, un truc comme ça au lancer franc. Ça veut dire qu'il y a eu du Hacketeo, quoi. Il était même pas volontaire. Hein. C'était pas du hack. Il était pas volontaire, mais tu sais, j'attaquais le cercle. Enfin, j'essayais d'alterner. Il y avait des fautes sur moi qui étaient. Ça, je regrette pas d'avoir tenté ça. Et en fait, donc ce match qui aurait pu finir. Il est anecdotique, tu vois, ça aurait pu finir comme étant un de mes meilleurs souvenirs de, tu vois, ouais, le jour j'avais dit que j'allais en mettre 40, bah j'en ai mis 40 et tout, même si le niveau c'était pas trop ça. Mais ce match-là, mais laisse tomber, mais je sais même pas si j'ai dormi. Et après, j'ai fait limite une Nick Anderson où ça me stressait même de voir des mecs tirer des lancers francs à la télé. Je te jure, il y a un moment, ça a pas duré, voilà, j'ai pas été traumatisé des années, mais pendant plusieurs mois, j'avais désappris à tirer des lancers francs, et même les regarder à la télé, je me sentais un stress en moi, alors que comme on le disait tout à l'heure, hein, c'est du basket amateur, il y a pas d'enjeu, quoi, mais ça, c'est un de mes pires souvenirs de loser. Un des plus, ouais. Il y en a un, je vous en donne un autre plus marrant quand même. Là, pour le coup, je débutais le basket. On était dans une salle. Vous savez, des fois, il y a les salles où... ça, on en parle dans le livre. On va y venir après. Où tu as... En fait, le panier, il n'est pas du tout centré avec la salle. C'est-à-dire que tu as un panier qui est tout près d'un mur et l'autre, il est quasiment au milieu de l'espace. Et donc, moi, je pars en contre-attaque. Donc, je me retourne pour voir la balle arriver. La balle arrive. J'enchaîne, je monte dans mon lay-up. Et j'étais de l'autre côté du panier. En fait. J'étais sorti du terrain. Donc, ça, c'est plus un souvenir d'humiliation pénible. mais plutôt marrant avec le recul, quoi. Voilà. J'ai tiré sur la tranche ce week-end. Ah, bah voilà. Il y a on pas a des d'âge vrais pour la dossiers loose. qui sortent. C'est très beau. Ouais, bah, ça peut aussi, pour boucler la boucle, ce qui est terrible avec la défaite, c'est que finalement, c'est souvent elle qui marque le plus. Moi, pour avoir joué très longtemps, il y a des moments, des fois, d'échecs qui me reviennent avec la même vivacité que si je venais de les vivre. Alors que les moments de gloire, enfin, là encore une fois, il faut mettre des pincettes et prendre des gants, mais ces moments-là, malheureusement, ils passent très vite. Mais les moments durs comme ça, c'est des trucs que tu portes avec toi, tu sais, à vie, quoi. Ah, mais puis ça sert, le fameux l'échec, c'est parfois une leçon, mais moi, sur les ballons dans ce style-là, je les ai plus jamais abordés de la même manière. Hein. J'ai plus jamais défendu comme ça, de peur de remettre une lucarne. Tu vois, parce que en plus, quand tu regardes, si ça avait été filmé, ça ressemblait presque à une belle volée sous la barre, tu vois. Et non, après, j'ai fait très attention à la manière dont j'appréciais les trajectoires en défense. C'est le jour où Shai a arrêté de défendre, en fait. C'est ce qu'il a dire à tout le monde. J'avais une bonne excuse. C'est comme Carmelo Anthony, après s'être fait taffer dans tous les sens par Dejan Bodiroga en 2004. Il a dit, ça sert à rien. Pourquoi je mettrais de l'énergie là-dedans? J'arrête, c'est plus possible. Allez, petite transition, parce qu'il y a quand même un lien avec le livre Une saison en enfer qui parle lui aussi de défaite. Alors comme je disais tout à l'heure, Antoine, c'est toi qui as écrit l'essentiel de ce livre, hein, c'était quand même à ton instigation. Est-ce que tu peux nous représenter un petit peu le concept, d'où vient l'idée et puis voilà, d'où vient toute cette aventure? Alors l'idée, elle vient de plein d'endroits différents, déjà je dirais. Je pense qu'elle vient un peu de nos parcours, du mien, mais au final pas que. Et cette idée-là, comment dire? Ouais, elle a plein de genèse. Pendant longtemps, je pense qu'on le fera jamais, donc je peux le dire maintenant aujourd'hui. Pendant longtemps, on avait pensé un jour sur Basket Session faire quelque chose qu'on voulait appeler les Chroniques du Terre-Terre, pour reprendre le célèbre nom de rubrique de Tonton Marcel, un mec de chez toi, Théo, du 91. Mais voilà, on voulait un peu raconter des fois les pires anecdotes qui peuvent arriver dans le championnat amateur et reparler de trucs marrants ou tristes ou joyeux qui ont quelque part, en les exagérant ou non d'ailleurs, qui ont été tout au long de notre parcours. Et puis au final, on en a fait un livre, hein. on a carrément fait un livre. Donc il y avait ça comme inspiration. Il y a aussi, il faut le dire, je pense, on ne l'a pas cité une seule fois, mais je me sens obligé de le citer, c'est aussi le livre Dans la musette. C'est un livre de vélo, alors ça parlera sans doute pas à tout le monde, mais voilà, c'est un mec qui raconte un peu ce que c'est d'être un cycliste amateur et les différentes étapes tout au long d'une année. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça, mais voilà, il y a un peu de ça. Est-ce que ça, pas vraiment étapes, comment je pourrais dire ça? Bref, plusieurs moments du cycliste, de la vie du cycliste amateur. Et ben voilà. Et puis nous, ça a donné pour le basket, même si je pense que ça peut parler du coup, ça peut aller plus loin, ça peut aller au-delà du basket. Je pense que quelqu'un qui est fan de foot, qui est fan de rugby ou peu importe, et qui joue dans un club, en fait, ça peut lui parler aussi, parce qu'en gros, ce livre Une saison en enfer, on raconte
l'histoire d'une équipe fictive qui se retrouve dans plein de situations qui, je pense, sont communes à plein de sports, en fait. Bah c'est ça, là pour le coup, je suis assez bien placé pour en parler parce que j'ai pas vécu de vestiaire de basket, mais j'ai vécu j'ai vécu dans un paquet de vestiaires de foot au fil des ans. Et toutes les anecdotes qu'on a recensées entre nous et qu'on a après fictionnalisées, si on peut dire ça comme ça, c'est souvent des vraies anecdotes. Et moi, en tant que footeux, il y en a plein qui m'ont énormément parlé et qui sont, je pense, propres au sport collectif, parfois aussi au sport individuel, sur les interactions que tu as avec des adversaires, des coéquipiers, du public. Je pense qu'il n'y a pas besoin, c'est ce qu'il faut dire aussi. Alors, c'est génial, je pense que si tu es basketteur, il y a une touche encore plus perso que tu ressens en mode Madeleine de Proust. Mais moi, même juste en tant que footeux, ça m'a beaucoup parlé. Je pense que ça parle à beaucoup de fans de sport et de sportifs amateurs tout court. Il y a des histoires et des trucs qui vous seront, à mon avis, très familiers, je pense. Ouais, c'est un peu, en fait, donc ce livre, c'est le livre qui parle de nous, mais c'est aussi le livre qui parle de vous, en fait. Si vous avez fait du sport, voilà, si vous avez fait du sport en compétition, vous avez forcément vécu certaines ou beaucoup de ces situations. Vous avez certainement, forcément croisé certains ou beaucoup de ce type de personnages, parce que dedans, il y a tout un tas de portraits types aussi. C'est assez corrosif, hein, on peut le dire. Tout le monde en prend plein la tête, quel que soit son poste, quel que soit son rôle dans la vie d'une saison de basket, en l'occurrence. Moi, ce qui m'a fait rire, effectivement, les chapitres que tu as écrits, Antoine, c'est toutes les situations dans lesquelles je me retrouvais. En fait, dans ce livre, je me retrouve dans beaucoup plus de chapitres que je ne l'aurais souhaité au bout du compte. Mais c'est ce qui était assez cool de travailler là-dessus, quoi. Ouais, c'est vrai que le but est d'être drôle. Alors là, je vous promets pas que tout est drôle. C'est dur. Ça sera à vous de juger. Mais là, en fait, c'est des situations. Ouais. Il y a du vécu, il y a notre vécu, mais voilà, comme l'a dit Théo, il y aura sans doute aussi votre vécu pour ceux qui vont le lire. Et voilà, l'idée, c'est quand même de faire rire, de rigoler là-dessus. Il y a de l'exagération, même s'il y a du réalisme, il y a quand même, on a forcé les traits de certains caractères, de certains profils, etc. C'est chroniqué mois par mois, il faut le préciser, c'est un peu comme un carnet de bord, justement, et c'est ce qui est bien. Du coup, il y a le côté fictionnel t'es pris dedans, c'est comme une histoire, et en même temps, c'est réaliste parce que ça décrit des personnalités et des gens qu'on a tous croisés, quoi. C'est ça qui est assez bon, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça, c'est que tout est ancré dans la réalité. Après, forcer un peu le trait pour rendre le truc plus fort, mais ouais, je repense que voilà, au-delà de l'histoire donc le déroulé de la saison, mois par mois, il y a des portraits types de basketteurs. Il y a ce qu'on appelait les grandes questions philosophiques. Là aussi, je pense que c'est des questions qui ont dû vous habiter à un moment ou un autre, du genre, je les ai plus de tête, mais les gardiens sont-ils les pires ennemis des basketteurs? Les gardiens de gymnase. Il y a peut-on être un meneur sans casser les couilles? Tout un tas de questions que vous êtes certainement posées. Voilà, il y a tout ça dans ce bouquin, quoi. Oui, clairement. Oui, les questions valent le détour. Effectivement, il n'y a pas que l'histoire. Le but n'est pas juste de raconter. Enfin, de toute façon, l'histoire, c'est presque accessoire. Il y a des listes aussi, des listes assez sympas. Les tops des citations entendues dans des vestiaires. Toutes ces choses-là qui sont... ça me revient en tête quand on en parle, mais il y en a où je me suis vraiment... c'est pas exagéré de dire que j'étais vraiment mort de rire en les lisant. Je pense que ça peut provoquer ce genre de choses-là si vous avez à peu près le même humour que nous, ce qui est probable si vous nous suivez. Je pense que ça fonctionnera assez bien avec vous, je pense. Ce qui me ferait super plaisir, c'est qu'il y a une liste sur les pires salles et j'aimerais qu'il y ait des gens qui nous disent « Ah oui, ça je reconnais, c'est ma salle » et qui citent le nom de la salle parce que du coup, parce que nous, on sait du coup lesquels... voilà, on se sait quoi, on sait lesquels sont lesquels. Donc ça me ferait très très plaisir s'il y a quand même quelques salles assez incroyables. Franchement, cette liste-là, elle valent tout le détour, mais celle-là, elle est exceptionnelle quand même. Il y a des salles, vous ne pensez pas que ça existe en France? Eh bien si, je vous jure, ce n'est pas que de la fiction pour le coup dans ce livre. Il y a aussi beaucoup de réalité. C'est la version basket de C'est arrivé près de chez vous, en fait.
Bon, bah, on va refermer là cette page. Donc, juste pour que vous le savez déjà, mais je vous le redis à tout hasard, que ce soit le MOOC Reverse, donc ce numéro 13 ou les derniers numéros qui sont encore disponibles, ou le livre Une saison en enfer, ils sont exclusivement et uniquement disponibles sur basketsession.com. Voilà, c'est pas disponible à la Fnac, sur Amazon ou en librairie, c'est uniquement via notre plateforme à nous. Et puis, on voulait quand même finir cet épisode du podcast en parlant un petit peu de NBA. On voulait aller à l'inverse de la loose pour contrebalancer un petit peu, rééquilibrer, rétablir l'équilibre dans la force. On voulait parler un petit peu de la course au titre de MVP. Donc c'est très très tôt dans la saison. Shai, tu as écrit un papier à ce sujet sur Basket Session. Donc n'hésitez pas, après avoir écouté le podcast, vous pourrez aller lire le papier de Shai sur Basket Session plus en détail. Donc sans forcément rentrer dans tous les détails. On voulait parler de cette course au titre de MVP parce qu'au bout du compte, elle est bien plus ouverte que prévu, c'est peut-être pas le terme, mais qu'on aurait pu le penser. Je pense qu'il y a quand même 4 candidats qu'on avait vu venir de loin. Il y a toujours un spot pour le dernier. Là, pour l'instant, on en a identifié un. C'est pas sûr que ce soit lui qui garde les fesses sur le siège jusqu'au bout. Mais je vous propose qu'on commence par parler de lui. Parce que je crois qu'il a fait quasiment l'unanimité au sein de la rédaction. Il était dans les... Je crois qu'il n'y a qu'Antoine qui ne l'a pas mis en bout de... Je l'avais mis et je l'ai changé. C'est vrai. Voilà. Bah, tu vois, j'avais pas vu la dernière liste. En tout cas, il y est dans notre top 5 de la MVP race. Je vous propose qu'on parle. Shai, allez, comme c'est toi le spécialiste BS des Pacers, c'est je suis content que j'ai pris cette étiquette. Que Antoine leur a mis. leur a jeté l'anathème depuis 20 minutes. Alors qu'Antoine, ça fait presque plusieurs saisons, j'ai envie de dire, qu'il nous dit qu'il faut monter dans le train Pacers et que c'est une équipe. Je crois même que tu en avais parlé comme d'une des équipes dans lesquelles tu voulais peut-être voir Victor Wembanyama à un moment avant que ça. Oui, mais juste notamment à cause ou grâce à Liberton en fait. C'est ça, Tyrese Liberton, donc on a avec notre synthèse, ça l'a mis en 5e position de la MVP race. Et en fait, ça va avec le fait que de ce qu'on dit depuis quasiment le début de la saison, c'est que c'est une des équipes les plus, si ce n'est l'équipe la plus sympa à avoir joué, très offensive, de l'enthousiasme du jeu. Et c'est en partie grâce à Tyrese Haliburton qui, dans cette course au MVP, alors je pense pas, c'est pas un secret, je pense pas qu'il sera MVP à la fin de la saison, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait pour ça que les Pacers finissent très haut, que lui finisse avec des stats démentielles. Mais sur le côté importance, impact, la fameuse valuability, c'est-à-dire que je pense que si tu joues sans Tyrese Haliburton à Indiana aujourd'hui, c'est compliqué et tu joues plus du tout les mêmes places. Et il est, je trouve, c'est un meneur, un pur meneur qui est en train de devenir tout simplement phénoménal. Ses statistiques, c'est le meilleur passeur de la ligue. Au scoring, il a progressé là sur ce premier mois. On parle du premier mois. 23,5 points, 11,6 passes, 4 rebonds à quasiment 51% d'adresse globale, 43% à 3 points. Alors, c'est des stats qui vont être compliquées à tenir toute la saison, mais juste l'impact qu'il a sur cette équipe, la manière dont il l'a fait jouer et la manière dont il arrive à la rendre compétitive, parce que là, ils sont à 3 victoires de la tête à l'Est, ils sont dans la conversation pour être virtuellement avec l'avantage du terrain en play-off. Encore une fois, la saison est très très longue, mais là, à l'instant T, je pense qu'il mérite d'être mentionné dans cette course au MVP. Il est 5e chez nous, en tout cas. Ouais, parce que tu fais bien de préciser. De toute façon, dans la course, ça veut pas dire qu'il... Non. Voilà, on sait qu'il sera pas MVP. Je pense, comme tu as dit, sans vouloir faire offense aux Pacers, mais par contre, c'est vrai qu'il a quand même frappé très fort en début de saison. J'ai l'impression finalement, c'est un petit peu comme Shai Gilgeous-Alexander l'an dernier, qui a finalement fini, lui, dans le top 5. En tout cas, il était dans le meilleur 5 de la compétition. Shai qui était blessé, d'ailleurs, qui a raté pas mal de matchs en ce début de saison avec le Thunder. Mais j'ai l'impression que Haliburton, il prend un petit peu ce spot-là pour l'instant, à voir s'il saura le conserver jusqu'au bout. Je vous propose qu'on divulgue pas l'ordre notre top 4. Très bien. Voilà. Par contre, on va pouvoir venir parler des joueurs là. Mais juste pour rester sur ce top 5, pour ce 5e spot plutôt, est-ce que vous voyez quelqu'un venir contester justement la place à Haliburton pour venir grappiller peut-être ce 5e spot en cours de saison? Je pense qu'Antoine peut parler du joueur qu'il a. Ouais, il y en a 2, mais il y en a même plusieurs en fait, parce que là, on est très tôt en fait. Et j'ai l'impression que sur les 30, 40, 35 premiers matchs, tu as encore trop de gars qui sont
très fort pour que tu peux mettre trop de noms différents dans la course. Parce que là, je peux en citer juste 2, mais Kevin Durant, par exemple, après les Suns ne sont pas un super bilan, mais pour la 5e place du classement MVP, ça compte un peu moins. Mais Kiddy, il est à plus de 30 points, il a 31 points de moyenne, 52% au tir, quasiment 50% à 3 points, 7 rebonds, 5 passes, il tient les Suns à bout de bras. Donc, tu pourrais le mettre dans ce top 5. Et Anthony Edwards, les Timberwolves ont retrouvé la première place à l'Ouest pour la première fois depuis 2004. J'avais même pas le bac. Voilà. Je venais à peine d'avoir eu mon brevet et c'est la dernière fois que les Timberwolves étaient premiers de la conférence Ouest. Tu vois, Anthony Edwards, voilà, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Il est à 26 points, 46% au tir, 5 rebonds, 5 passes. Il y a pas mal de mecs, je pense, qui peuvent prétendre à cette 5e place. Même chez Gilgeous-Alexander, il pourrait prétendre. Hein. Vous verrez, je l'ai mis dans les mentions, hein, parce qu'on a discuté un peu des joueurs qui pouvaient prétendre. Dans les mentions honorables, il y a chez Gilgeous-Alexander, parce que même si... en fait, à OKC, on parle beaucoup de Chet Holmgren, l'équipe tourne bien tout court, mais il fait encore un début de saison, il est encore à 53% d'adresse, à peine en dessous des 30 points. Enfin, c'est le leader de l'équipe, quoi. Rien que ça, leader d'une équipe qui est... à l'heure où on enregistre ça, ils doivent être 4e, je pense, à l'Ouest, quelque chose comme ça. Ah non, le Thunder, ils sont 2e. Hein. Ils sont 2e, voilà, tu vois. 10 victoires en 14 matchs. Oui, voilà, bon, ça change, c'est vrai que ça change pas mal d'un soir à l'autre, mais voilà, il est leader d'une équipe qui est 2e à l'Ouest, donc il est forcément dans la discussion. Il y a d'autres joueurs comme ça qu'on peut citer pêle-mêle, je pense, alors qui seront peut-être pas aussi proches de la 5e place. Tu vas Ja Morant, non? Car pour rappel, mon pronostic de la saison dernière, c'était Ja Morant. On voit la réussite que ça a été. Kuba, je retire. Kuba gratos. Non, mais pêle-mêle, moi j'avais mis dans les mentions ceux qui méritent pour leur premier mois très très bon. Quelqu'un pour lequel ça te fera plaisir, Théo, mais j'ai mis Bam Adebayo par exemple, qui a je trouve tenu Miami pendant la période où Jimmy Butler était encore en vacances dans sa tête ou pas encore déterminé à fracasser tout le monde, mais Adebayo des deux côtés du terrain, il est toujours exceptionnel défensivement, mais il y a eu en tout cas sur le premier mois, un passage il a passé un autre cap, je trouve. Donc Adebayo, là en ce moment avec les Kings, ce que font les Kings, Sabonis est toujours énorme dans l'impact. On parle des Kings, je pense que De'Aaron Fox mérite presque tout autant, voire plus que Sabonis. Alors il a joué moins, mais les 7 matchs qu'il a joué, c'est 6 victoires des Kings et il est à 32 points de moyenne, 50% au tir. 41 pour lancer, 6 passes par match, plus 9 de différentiel pour De'Aaron Fox. Ça peut être comme la saison dernière où les deux seront mentionnés dans les mentions honorables dans un top 10 très élargi. Ce serait pas déconnant d'avoir les deux tellement ils sont impactants dans leur registre particulier en fait. Ouais, c'est clair. Et donc, on peut dire que voilà, dans ce top, il y a 4 joueurs dont on savait qu'ils seraient dedans. Je pense qu'ils vont rester quand même dans la course, eux, pour le coup, jusqu'au bout, sauf blessure, bien sûr, mais ça doit être ça. Donc, je ne vous les donne pas dans l'ordre, mais il y a Joel Embiid, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jason Tatum. Même quand on faisait nos petites prévisions d'avant-saison, on avait quasiment l'un ou l'autre. Oui, puis du coup, il n'y a pas Giannis même dans la liste, mais qui pourrait peut-être remonter aussi dans les mentions honorables en cours de saison. Mais en tout cas, ces 4-là, on s'attendait à ce qu'ils soient là. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là qui vous a surpris sur ce début de saison? On peut pas dire que Tatum est surpris Antoine qui nous annonce son titre de MVP depuis le premier jour quasiment. Je dirais que moi je vais parler très personnellement, mais Joel Embiid me surprend sur l'aspect. Alors déjà, j'avais très peur pour les Sixers que la situation autour de James Harden s'envenime un peu plus, que ça joue sur le moral de Joel Embiid, qu'il n'ait pas spécialement envie de s'ancrer à Philadelphie, qu'il y ait une demande de trade rapide ou pas, ou en tout cas une situation un peu malaisante. L'éclosion de Tyrese Maxey, le départ d'Harden, notamment, ont fait que Joel Embiid joue à fond, prend du plaisir, se sent très bien. Et là, au moment où on enregistre, il est quasiment à 32 points, 11 rebonds, 6 passes. Et moi, c'est l'aspect playmaking que je trouve vraiment intéressant. Là, il est à plus de 2 passes de plus en moyenne que la saison dernière en fin de saison. Je ne sais pas si c'est une tendance qui va durer, mais je le trouve extrêmement très, très bon dans le playmaking et très motivé, très déterminé. Ça peut tomber sous le sens. On parle d'un joueur qui est MVP ou 2e du classement du MVP tous les ans depuis une saison. Mais le voir aussi bien, en fait, juste aussi heureux et content de jouer pour cette équipe, je m'y attendais pas forcément. Moi, je m'y attendais pas non plus du tout. Hein. On en avait déjà parlé. Et je pense que l'autre élément qui est vraiment déterminant, c'est la différence que ça fait quand
Après, Je sais pas comment le tourner. coach, Ouais, ah. je cherchais comment le tourner de manière élégante, en fait, tu vois, mais Mm. un coach qui est quand même axé autour de la stratégie. Parce qu'en fait, quand on voit la manière dont les Sixers jouent, c'est que ça a changé vraiment d'un point de vue de philosophie de jeu, quoi. Et le playmaking, tu as totalement raison, c'est ce qui saute aux yeux quand on regarde les stats de Joel Embiid par rapport aux années précédentes. C'est vraiment au niveau des passes décisives que ça, la différence. Mais c'est aussi parce qu'il y a du mouvement, quoi. Il y a du mouvement, ça joue vite. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est la patte Nick Nurse. Et c'est intéressant parce que finalement, il n'a pas. Là, pour le coup, il n'est pas en train d'inventer des choses comme il a fait avec les Raptors, avec des boîtes plus 1, des zones sur une demi-possession. C'est bien plus simple, mais juste, tu sens qu'il y a un cadre de jeu qui est vraiment en place. Et ce que je trouve marquant dans le cas de Joel Embiid, c'est que tu sens qu'il a totalement adhéré au projet. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Vraiment, je l'avais pas du tout vu venir. Pareil. Je pensais qu'il serait saoulé, qu'il en aurait marre du cirque incessant qu'il y a quand même aux Sixers, faut le reconnaître, depuis plusieurs années. Et non, il a complètement adhéré au projet et ça marche, quoi. Je pensais pas du tout qu'il serait à ce point investi, ni que ça prendrait aussi vite, que la sauce prendrait aussi vite à Philly, quoi. Ouais, moi, pareil que vous, hein, c'est le truc qui me surprend le plus, c'est ça, le changement de philosophie, la manière dont Embiid accepte tout ça, la confiance qu'il porte en Maxi. C'est tout bénef pour Philly et il y a un upset à faire du côté de Philadelphie cette année. Je les mettrais peut-être pas parmi les grands favoris parce que ça manque encore un peu de talent peut-être sur le papier par rapport à d'autres équipes, notamment Boston, Denver, etc. Mais ils ont une vraie carte à jouer. J'ai presque pas envie qu'ils fassent un trade trop qui bouleverserait trop leur effectif, sauf si c'est vraiment pour un joueur qui vaut le coup. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe et ouais, ça court. Enfin, c'est tellement. En fait, Embiid, ça le rend plus fort. Ouais. C'est ça que tu vois, Embiid, qu'il soit MVP ou pas cette saison, il paraîtra plus fort que l'an dernier en fait. Il va marquer autant de points, il va délivrer beaucoup plus de passes parce que de toute façon, ça joue plus de possessions. C'est aussi bête que ça. Les chiffres, hein, ça s'explique aussi par. Si tu joues 10 possessions, forcément, tu vas pas mettre 30 points, tu vois. Donc, si ton match il va à 100 à l'heure, il y a plus de points, il y a plus de paniers, donc plus de passes décisives, etc. Et ouais, les chiffres vont paraître plus forts que l'an passé. Les victoires, enfin, ça va aller. Philly va faire, à mon avis, une très belle saison. Ce sera un candidat sérieux, Embiid. Il a l'air débarrassé. Il est peut-être un peu aussi débarrassé de cette pression qui s'était lui sur le MVP parce qu'il enchaînait les deuxièmes places. Il avait l'impression d'être un peu lésé au final. Et là, il en a pas parlé une seule fois. Bon, c'est très tôt dans la saison, c'est peut-être aussi normal, mais ouais, c'est ça. Je le trouve plus libéré et du coup, il en est peut-être encore plus dangereux pour une éventuelle succession à lui-même. Ouais, et puis pour finir, la grosse différence, je trouve, quand on voit jouer Philadelphie, c'est les mecs ont l'air d'être contents d'être là, quoi. Ouais. Et ça aussi, c'est un facteur qui peut te changer la vie. Et par rapport à ce que tu disais, Antoine, au sujet d'un trade, je pense effectivement que cette équipe est forte, mais moi, je pense qu'elle n'est pas tout à fait assez forte quand même pour pouvoir vraiment vouloir, à coup sûr, se mêler à la course, voilà, à sortir de l'Est. Je dis pas qu'ils sont incapables de le faire, mais je pense qu'ils sont un peu justes. Par contre, la grande question, et là où je te rejoins, Antoine, c'est je pense que pour le coup, et je sais pas si Daryl Morey sera prêt à le faire, mais ils n'ont pas intérêt à simplement aller chercher le meilleur talent et à se dire, bon, bah, au coach et au staff de se débrouiller pour que ça clique et que ça fonctionne. Je pense vraiment que s'il faut aller chercher des joueurs, il faut que ça soit chercher des joueurs qui seront vraiment complémentaires de cette équipe telle qu'elle évolue pour l'instant. Ou alors avoir la patience de se dire, bah tant pis, on va attendre cet été. Et cet été, on essaiera d'aller chercher un free agent, même si on sait que c'est toujours très très dur d'aller chercher des free agents l'été. Mais comme toi, pour le coup, je pense que ça serait trop dommage de sacrifier une grosse partie de l'équipe pour aller simplement chercher une star en se disant, de toute façon, ça va fonctionner. Manière, en fait, je pense qu'ils n'ont même pas les atouts pour faire. Par exemple, les rumeurs Zach LaVine me semblent absolument impossibles. Les Sixers n'ont pas ce qu'il faut pour réaliser un trade de ce type. Donc, de toute manière, ce sera sans doute un trade de complément. On parlait de Alex Caruso aux Bucks dans le CQFR de ce matin. Voilà, Alex Caruso aux Sixers, ce serait aussi excellent. Enfin, voilà, il peut y avoir des bonnes pioches à faire sans forcément viser du très, très, très lourd. Par contre, oui, il manque sans doute un peu de talent pour aller chatouiller vraiment les plus grosses équipes, mais quand il y a une bonne dynamique, quand ça s'entend bien,
Tu peux faire un peu. Ils peuvent passer peut-être en fin le deuxième tour. Ils peuvent upset une des deux grosses équipes à l'Est, on verra. Les deux, je suis pas sûr, mais peut-être une des deux. Ouais, c'est complètement possible. Alors, dans les derniers candidats dont on n'a pas parlé, il y a Luka Doncic. Là aussi, j'ai l'impression, tu te dis, mais la différence que ça fait quand même quand tu arrives en forme en début de saison et que tu n'attends pas la mi-saison pour commencer à carburer un peu. T'as pas vu, ils ont même fait un clip. Il est magnifique le clip. On dirait un truc de Véronique et Davina pour les vieux. Où ils sont déguisés en. Enfin, ils ont des tenues des années 80 dans les clubs de gym. Et c'est Luka, je sais plus comment ils appellent ça, Body Luka, un truc comme ça. Si vous voulez vous aussi être en forme, être fit, faites comme moi. Voilà. Ils ont fait un truc marrant là-dessus. Bon, en tout cas, ça lui réussit bien là, en termes d'adresse. Là, il est énorme sur ce début de saison. Mais les Mavs, même si effectivement, comme tu l'avais noté assez tôt, Shai, les Mavs ont du mal contre les grosses équipes. Là, en l'occurrence, ils ont perdu 2 matchs, un contre Denver et l'autre contre Milwaukee. Contre Milwaukee, je crois. Ah oui. Milwaukee et Sacramento Sacramento, ils ont perdu aussi. Pardon. Ok. Ouais. Oui, exactement. Sacramento et Milwaukee, effectivement, c'est plus dur contre les grosses équipes. C'est intéressant parce que le dernier match en date là, contre les Bucks, ils ont été devant les Mavs. Tu avais vraiment l'impression qu'ils avaient le match en poche. Et finalement, ils sont retrouvés face à une équipe des Bucks qui a réussi à hausser son niveau défensif sur la fin. Et Dallas qui a calé à ce moment-là. À voir si c'est qu'il faut que les choses se mettent en place, si c'était anecdotique quelque part ou si c'est un vrai problème structurel. Je pense qu'effectivement, de toute façon, pour Luka, maintenant, il faut peut-être des résultats pour qu'il puisse vraiment aller chercher, que les gens aient envie de voter pour lui, pour le titre de MVP. Il faut que Dallas fasse fort et aille loin. À voir, je pense. En tout cas, ses performances à lui, elles sont impressionnantes en ce début de saison, quoi. Il sera toujours de facto, il est quasiment toujours top 5 MVP par la nature insensée des stats qu'il pose. Alors là, l'adresse, elle est bien plus haute déjà que les saisons précédentes, notamment pour ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il arrive déjà en forme physique. Je pense que ça joue, hein, au-delà du fait qu'ils ont enfin pu faire une prépa complète avec Kyrie et que les deux s'entendent vraiment bien sur le terrain. Mais ouais, s'il n'y a pas les résultats collectifs, il y a tellement d'autres extraterrestres que lui, statistiques. Enfin, il y en a 2 ou 3 autres, en fonction de ce que fera Giannis, qu'il ne peut pas juste être surnaturel en stats, il faut aussi qu'il y ait le classement des Mavs, et à l'Ouest, c'est pas facile. C'est pour ça que je pense que la tâche sera compliquée, à moins qu'ils aient un vrai boost, parce qu'il y a d'autres équipes à l'Ouest qui, à mon avis, vont tenir la route, quoi. C'est peut-être celui qui est le plus amené à sortir du top 4, selon les résultats des Mavs, quoi. Mais bon, après, oui, c'est un mec en 30-10-10, 38-8, 39-9. C'est ça. Ouais, à 50%, quasi 51%, et même il est à 42% à 3 points, alors que ça a été sa grosse lacune au niveau du pourcentage quasiment depuis le début de sa carrière en NBA. Pour l'instant, c'est impressionnant. Ouais, il reste donc Giannis et Tatum. Giannis, pardon. Jokic et Tatum. Jokic qui était ton favori à toi, hein, Shai, en début de saison pour le titre de MVP. Je t'avoue que tu avais vu juste. Moi, quand on avait fait ces previews, je me rappelle t'avoir répondu que je pensais qu'il s'en foutait et que du coup, il ferait pas les efforts nécessaires pour situer dans cette catégorie. En fait, le mec est tellement fort que même en s'en foutant, il est quand même direct dans cette catégorie et que c'est un niveau irréel. Ouais. C'est totalement fou son niveau de jeu. Par contre, attention quand même, avec la blessure de Jamal Murray, là, on sent que il est quand même obligé d'en faire énormément. On sent déjà un petit peu de fatigue sur les fins de match. Ouais. Donc voilà, attention quand même au pépin. C'est un mec qui est hyper fiable, sans doute l'une des plus fiables superstars actuelles. Il est quasiment jamais blessé tout le temps là, etc. Mais on sent que Denver est quand même obligé de beaucoup l'utiliser en ce début de saison. Ouais, c'est ça. Ça va être la question de la fiabilité sera là, mais est-ce que ces stats et même les résultats collectifs des Nuggets, parce que Antoine le dit souvent, mais quand la meilleure version des Nuggets, c'est pas quand Jokic met 38 points, même quand il fait des triples-doubles légendaires, c'est pas forcément la meilleure version des Nuggets. Et cette formule-là peut faire qu'ils ont un bilan collectif moins intéressant, mais lui, individuellement, je continue de dire que sa simple présence sur le parquet, ça te fait une équipe qui est contender, parce que tu sais qu'il va qui va organiser le jeu, qui va faire des passes d'un autre monde, qui va prendre des rebonds parce qu'il est toujours bien placé, pas besoin de qualité athlétique phénoménale, il est grand et il a le flair pour être bien placé, donc là il est à 14 rebonds de moyenne, je crois déjà. C'est le meilleur rebondeur de la ligue. Meilleur rebondeur de la ligue, il est dans les meilleurs passeurs, il est à un peu plus de 9 passes par match.
Son efficacité globale, true shooting, c'est aussi fort. Donc, tout est là pour une candidature très, 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 très sérieuse pour le MVP. Après, est-ce que lui, il ira essayer de la chercher? C'est toujours la question. Je pense qu'il s'en fout effectivement royalement et que, par contre, les votants s'en foutront pas. Ils se diront peut-être, on lui a pas donné là, mais il faut quand même faire attention à pas oublier que son impact et les critères du MVP sont remplis et très bien remplis par Jokic à chaque fois, quelle que soit sa supposée motivation. Ouais, là, ce qui pêche un petit peu, c'est son adresse à 3 points qui était extraordinaire sur la première semaine de compétition où il marchait sur l'eau. Depuis, ça a bien plongé. Alors, je dis pas que c'est pas forcément dramatique, mais moi, je me demande dans quelle mesure c'est pas un petit peu le baromètre de son état de fatigue, l'adresse à 3 points, sachant qu'en plus, avoir une grosse adresse à 3 points lui permettrait d'avoir moins à se fatiguer pour aller mettre les points si jamais Denver en a besoin. Je pense que c'est un facteur qui est plutôt intéressant à surveiller au cours de la saison, en fait, dans le cas de Jokic, que ce soit pour sa candidature au statut de MVP ou pour les résultats de Denver. Et le dernier, on va finir avec lui. Et Antoine, effectivement, tu l'avais, toi, pronostiqué MVP potentiel, Jason Tatum. Malgré tout, ça reste l'Américain qui est le plus en mesure de pouvoir revenir chercher cette couronne après plusieurs années de disette pour les Américains. La question qu'on se posait, du moins toi quand on avait parlé en début d'année, moi j'avais peur que du côté de Boston ça soit finalement trop fort ou que la tâche soit trop répartie pour que lui puisse briller suffisamment. Comment tu le vois ça au fur et à mesure de la saison, à mesure que Boston carbure et cartonne, comment tu sens ses chances d'être MVP? Ça va forcément être une question, l'entourage autour de Tatum, mais c'est une question injuste. Tu prends Shaq, il a été MVP avec Kobe Bryant à ses côtés, quoi. À un moment, les gars, enfin, je sais pas, les bonnes équipes, elles ont des très bons joueurs, et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, Tatum, les autres joueurs autour de lui profitent plus de sa présence que l'inverse. C'est-à-dire que pour les résultats collectifs des Celtics, évidemment que Tatum, c'est mieux quand il est entouré de Porzingis et de Jrue Holiday que s'il était entouré de Marcus Smart et Grant Williams, sachant que ça tournait déjà bien à cette époque-là. Donc bien sûr que je pense que là, Boston, si tu me parles de titre, je ne croyais pas au titre de Boston l'an dernier. J'y croyais pas non plus en 2022 quand ils sont arrivés en finale. Je disais non, il y a un truc, ça peut pas marcher. Je vois pas cette équipe gagner. Ils sont pas passés si loin, mais je voyais pas cette équipe gagner. Là, cette année, avec l'équipe qu'il y a, je me dis ah oui, là les Celtics, ils peuvent être champions clairement parce que collectivement, c'est plus fort. Mais je pense que Porzingis, si aujourd'hui il est le joueur le plus efficace de la NBA, c'est pas parce que cet été d'un coup il a travaillé son tir ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il joue avec Jason Tatum. Alors, Jason Tatum n'est pas le meilleur playmaker du monde. Là, je l'ai mal tourné. On aurait pu croire que Tatum rend nécessairement les autres meilleurs. C'est pas particulièrement ça. C'est juste qu'il est celui qui a le plus d'attention à Boston et les autres autour ont des rôles plus simples. Jrue Holiday a moins besoin de scorer qu'à Milwaukee. D'ailleurs, il score nettement moins. Derrick White a tellement d'espace parce qu'il joue avec plein de bons joueurs. Après, c'est pas que Tatum, c'est l'association, etc. de tous. Mais je pense que c'est quand même le vrai meilleur joueur de cette équipe et c'est l'équipe qui domine complètement la ligue pour l'instant. Alors, ils sont à 11-2. Il n'y a pas encore un très gros détachement avec les Sixers, mais j'ai l'impression que Boston, là, s'ils veulent, ils gagnent en fait. À chaque soir, tant que c'est pas encore des playoffs, donc c'est après le contexte playoff est différent, mais là chaque soir de saison régulière, s'ils veulent, ils gagnent. Et à son crédit, et pour reprendre les arguments dont on discutait ce matin en off tous les deux, c'est le joueur avec le meilleur plus-minus de la ligue. Déjà, de très loin. De très loin. Alors après, on accorde l'importance qu'on veut à ces statistiques-là, mais ça montre quand même quelque chose. Et l'autre stat que tu mettais en avant, bêtement, c'était le meilleur bilan de Boston, le meilleur bilan de la ligue, c'est Boston. Et Tatum, il y en a beaucoup pour lesquels la définition du MVP, c'est aussi le meilleur joueur de la meilleure équipe. Boston est la meilleure équipe. Avec tout ce que tu as dit là, Tatum est le meilleur joueur de Boston. C'est pas illogique de le considérer aujourd'hui comme le MVP. Tu vois, vous verrez si c'est ce qu'on a, si notre synthèse a révélé ça, mais c'est pas surprenant. En fait, il est peut-être un peu moins surnaturel sur les statistiques. Elles sont déjà très fortes, hein, attention. Hein. Ces statistiques moyennes, elles sont folles. Mais c'est moins surnaturel que Jokic, Embiid, Luka, tout ça. Mais il a les statistiques, il a d'autres statistiques qui sont parlantes collectivement et individuellement.
J'aimerais revenir juste sur cette histoire de plus-minus quand même, Ouais. parce que je le trouve important. Il est à plus 175. Le deuxième aujourd'hui en NBA, il est à plus 125. C'est Tyrese Maxey. Il y a plus 50 d'écart entre les deux. C'est énorme. C'est absolument énorme. Jokic, les candidatures de Jokic pendant des années ont été basées là-dessus. Même Jokic, il n'y avait pas. Attends, et autre chose. Donc, il y a ça, mais l'autre truc, c'est que. Donc, plus 175. Alors, évidemment, dans le top des plus-minus, il y a plein de joueurs de Boston, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Tatum, son plus-minus est aussi largement supérieur à celui de ses coéquipiers du 5 majeur. Donc, Porzingis, Holiday, etc., Jaylen Brown. Donc, en fait, il y a une constante à Boston, c'est que si Tatum il est sur le terrain, ça se passe bien pour Boston, en fait. Quels que soient les mecs autour, que ce soit Porzingis, que ce soit Sam Hauser, que ce soit Luke Cornett, qui tu veux, Peyton Pritchard, peu importe, s'il y a Tatum sur le terrain, ça se passe bien. Et pour ses stats, il y avait un truc, je vous avais dit, j'avais dit, mais Porzingis, ce que vous voulez, il va mettre pas loin des 30 points par match. Pour l'instant, il est à 27. Alors oui, c'est un poil moins, mais il est à 27 à 50% au tir et il prend des tirs compliqués. 37% à 3 points et il en prend 8 par match. 4 passes et il perd moins de ballons que Jokic, que Embiid, que LeBron James. Enfin bref, que votre superstar préféré. Mais c'est lui qui crée du jeu. Ah, Tatum, t'étais sur Ouais, Tatum là? Ah oui, d'accord. oui, Parce que t'étais Tatum, oui, reparti pardon. sur Porzingis. Je me disais, attends, Non, Porzingis, Porzingis, normal qu'il oui, perd pas de ballon, il est là pour shooter. Non, Porzingis, lui, Ça prend la balle. c'était monsieur propre depuis le début de la saison. Mais juste quelques stats qui me semblaient importantes sur Tatum. Je continue de mener la propagande. C'est ça. La suite dès demain dans le CQFR. En attendant, si vous voulez plus d'informations sur lire le papier de Shai, il est disponible sur Basket Session. Je vous rappelle aussi que ce week-end, il y avait un épisode du Hoop Culture dimanche et aussi un épisode du podcast Move Deep qui a été posté dimanche au lieu de samedi. Vous pouvez trouver ça sur notre plateforme de streaming ou sur Basket Session. On vous a beaucoup parlé du MOOC Loser et de notre premier livre, Une saison en enfer. Tout ça, c'est sur Basket Session. On vous met les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Si vous avez reçu le MOOC, dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Nous, on est vraiment très friands de retour. Et puis, on espère, de toute façon, on vous parle dès demain dans le CQFR tout au long de la semaine et on vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.